Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle rencontre, une table ronde sur des destins croisés, des itinéraires croisés. Ça va être une discussion assez libre, assez personnelle qu'on va avoir. Je vous invite à participer aussi à la fin de la discussion, on aura un temps d'échange, donc si vous avez des questions qui vous viennent en tête au fur et à mesure, gardez-les précieusement et on y reviendra à la fin. On a, en fait, d'un côté, donc, il y a le charme de la restauration qui continue d'attirer des profils de tous les horizons, qui n'hésitent pas à quitter leur métier, à se reconvertir, et de l'autre, des chefs de formation qui diversifient leurs activités, qui commencent petit à petit à sortir de leur restaurant pour faire d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à ce chassé-croisé. Ils sont tous unis par les liens sacrés de la cuisine, différents dans leur manière de s'y adonner. Donc voilà, on va faire ces histoires croisées. Merci à mes trois invités d'être avec nous. Amandine Chéniaud, tu es chef de cuisine, Café de Luce et Pouliche notamment. Merci d'être là. Céline Chung, tu es fondatrice de la Bao Family, plusieurs bébés, plusieurs restaurants à Paris. Bao, gros Bao, petit Bao, bleu Bao, tu nous diras toute cette famille du Bao. Et Thomas Coupeau, tu es chef nomade, tu as plusieurs casquettes que tu vas nous détailler, chef indépendant, consultant, ancien chef de Carbone. Tu as continué ton chemin vers des horizons qu'on va explorer. Merci d'être ici avec moi. Merci. Merci pour l'invitation. Céline, tu as été baignée dans une éducation chinoise assez traditionnelle de ce que j'ai pu lire. C'est après un séjour de 6 mois à Shanghai que tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire avec la cuisine chinoise et à un peu dépoussiérer ce qu'on connaissait en tout cas en France de la cuisine chinoise, à savoir les traiteurs qui font du chinois mais pas que, ou qui mélangent un peu des influences qui ne sont pas forcément toutes originaires de Chine. Tu as voulu faire quelque chose de plus traditionnel tout en donnant un côté moderne dans la décoration des lieux, dans le choix des emplacements. Parce qu'aussi tu viens d'un univers d'école de commerce, c'est ça? Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, exactement. En fait, Bao s'est construit un peu par rapport à ma propre quête d'identité. C'est-à-dire que, comme tu le disais, j'ai grandi dans une famille traditionnelle chinoise, avec une éducation plutôt assez conservatrice, où je mangeais chinois à la maison matin, midi et soir. Et en fait, je menais une double vie à l'école française, en ayant grandi à Paris, où là, je découvrais la gastronomie française et la culture française. Mais du coup, j'avais une vie qui était assez schizophrénique, entre une vie chinoise à la maison, une vie française à l'extérieur. Et du coup, je pense que j'avais du mal à trouver ma place, en ne pas sachant comment me situer. Et en fait, après avoir fait une école de commerce, après avoir rempli, on va dire, toutes les cases, prépa, école de commerce, 3 ans en conseil, je me suis rendu compte que ma vie avait très peu de sens et j'ai voulu vraiment retrouver du sens dans ce que je faisais. Et en fait, en plongeant à l'intérieur de moi, j'ai compris que moi, ce qui me faisait plaisir et ce qui me faisait du bien, c'était de faire plaisir aux autres. Ce que j'adore avec la cuisine, c'est qu'en fait, en très peu de temps, et beaucoup de création, on peut remplir de joie la vie des gens. Et ça, je trouve que c'est hyper fort. Et en étant du coup franco-chinoise, je trouvais que la cuisine, en fait, me permettait de faire le pont entre mes deux cultures. Du coup, j'ai vraiment, à travers mes restaurants et à travers mes lieux de vie, je fais finalement ce pont entre la culture chinoise qui m'est chère et Paris que j'adore. Et du coup, nos restaurants et notre cuisine, en fait, c'est un mix de mes différentes origines. Où bien sûr, ce qui est important pour moi, c'est de remettre à l'honneur la cuisine chinoise et de la montrer en fait sous un nouveau regard, un regard neuf, moderne, contemporain. Et c'est un peu le regard, c'est l'esthétique en fait que j'ai appris en France et à Paris. Et donc c'est ce regard-là que je porte à cette cuisine et c'est ce que vous voyez du coup dans l'ensemble de nos restaurants. Donc ça a commencé avec Petit Bao, c'est ça? C'était en quelle année? Tu peux nous raconter un peu les débuts? À quel moment tu t'es dit, ok, là c'est le bon emplacement, j'ai l'équipe, j'y vais, je fonce. Ça a été facile? Comment ça s'était passé au début? Alors du coup, il faut remonter un tout petit peu l'histoire. Quand j'ai quitté le conseil, je ne connaissais absolument rien à la restauration. Et pour moi, c'était hyper important d'apprendre le métier et de vraiment travailler dans des restaurants. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai contacté beaucoup d'entrepreneurs dans la restauration. Et notamment, j'ai travaillé 1 an pour Paris-New York
Donc, ils ont des restaurants de burgers à Paris. J'étais bras droit des fondateurs et c'est avec eux que j'ai appris le métier de restaurateur. Je suis restée avec eux 1 an. Je m'occupais de plein de choses, mais j'avais mon projet de Petit Bao en tête. Et du coup, en 2018, je suis partie à Shanghai pour prendre des cours de cuisine. Pour moi, c'était aussi après avoir compris comment on gérait des restaurants, j'avais besoin de comprendre comment on faisait de la cuisine chinoise vraiment et travailler avec des chefs chinois pour vraiment comprendre les techniques, les produits, sachant qu'il y a plein de techniques différentes. Et du coup, je suis allée à Shanghai avec mon associé. On a pris des cours de nouilles, de bao, de tous les plats sautés au wok. Et en fait, c'est à Shanghai que j'ai constitué un peu ma première carte pour Petit Bao. C'était en janvier 2018. Et à notre retour de Shanghai, on est parti à la recherche de notre premier local. Donc on voulait quelque chose de petit pour commencer, quelque chose de familial. Moi, ce que j'adore, c'est la cuisine de rue en Chine. Je voulais vraiment reproduire le boui-boui chinois, cool. Et c'est pour ça que je voulais un resto qui soit entre Paris et Shanghai, mais où il y ait de la vapeur partout, facile à manger. On voit les maîtres bao faire les bao au comptoir, grouillants, petits, mais avec beaucoup de vie et d'énergie. C'est exactement ce que je voulais créer à Paris. Et du coup, je pense que les étoiles se sont alignées parce que j'ai rencontré mon associé au bout de 3 cafés, on est partis ensemble à Shanghai. On est revenu de Shanghai, au bout de 3 semaines, on a trouvé le local. Donc en fait, je pense qu'on a juste surfé sur notre énergie, sur l'opportunité. Et après, moi, je voulais clairement être dans un quartier de Paris qui soit bouillant. Et la rue Saint-Denis, c'est une rue, beaucoup de passages au centre de Paris. C'est un peu le carrefour de tout. Donc, tout s'est aligné. On n'a pas trop réfléchi. Je pense que quand on entrepense, c'est bien c'est bien de réfléchir, mais c'est bien aussi de suivre une impulsion. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, vu que tu t'étais formée à la cuisine, tu avais en tête d'être en cuisine ou tu savais dès le début que tu allais être plutôt dans la gestion globale du projet? Alors, pour moi, ça a toujours été important J'ai été en cuisine au début. Donc, pendant le premier mois, j'étais du matin au soir en cuisine avec tous mes chefs. Mais l'idée, j'étais plutôt là pour contrôler la qualité et contrôler ce qui sortait des assiettes, avec bien sûr mes chefs qui exécutaient. Aujourd'hui, j'ai des chefs dans tous mes restaurants. Mais c'est vrai que je donne toujours une impulsion aux cartes. C'est-à-dire que la direction culinaire, les idées, c'est souvent, ça part souvent de moi. Et ensuite, je travaille avec les chefs en collaboration sur l'ensemble de nos cartes. Thomas, de ton côté, c'était pas une évidence la cuisine au début. Toi, tu viens d'études de déco. Tu as fait quelques semestres d'études en éco. Donc tu viens quand même d'une famille de restaurateurs à La Rochelle, c'est ça? Mais t'avais pas, en les voyant faire, tu t'es dit ouais, je suis pas sûre d'aller dans ce domaine-là. Bonjour. Non, pas du tout. Non. Moi, ce que je voyais, c'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail, des parents absents qui gagnent pas forcément hyper bien leur vie. Enfin, j'ai manqué de rien, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait rêver. Et donc oui, je me suis lancé dans des études d'économie que je ne suivais pas du tout. Je passais beaucoup plus de temps à faire la fête ou à rester chez moi. Et en fait, quand je restais chez moi, je cuisinais. J'ai eu la chance, quand j'étais à Bordeaux, de vivre dans des colocations avec des amis, puis après avec ma femme, qui est aujourd'hui ma femme, mais qui était ma copine à l'époque, et mon petit frère. Et donc en gros, je passais de plus en plus de mon temps libre à cuisiner. Et je reflétais un peu la cuisine de ma mère, de mes plats d'enfance, donc plutôt d'obédience vietnamienne à la maison. Donc ce qui était un petit passe-temps est devenu de plus en plus présent, jusqu'à ce qu'une copine me pousse, et vraiment elle a dû me pousser pour ouvrir la porte, pour toquer à la porte du moins d'un restaurant. Je voulais toujours pas. Et donc ma première rencontre avec un chef, c'était à Bordeaux. Je toque à la porte, un monsieur qui me dit « je peux rien faire pour toi ». Je lui dis juste que j'avais pas besoin forcément de travail, mais j'avais des questions. Et on a discuté pendant 2 heures après. Le courant est hyper bien passé. Et il m'a dit « est-ce que tu veux revenir samedi prochain ?» C'était la Saint-Valentin. Et j'ai fait mon premier service à ce moment-là. T'étais à Lille à ce moment-là? J'étais à Bordeaux là. À Bordeaux, non, pardon. J'étais à Bordeaux. J'ai commencé à faire quelques services avec lui. C'était dur. Mais il y avait un truc qui m'animait. J'étais en train de faire quelque chose, c'était moi. Et ensuite, je suis parti en saison avec lui.
Je me suis dit, si j'arrive à passer à la saison, parce que je savais ce qu'on disait de la cuisine, je savais que ça peut être dur, ça peut être long, ça peut être éprouvant. Donc je voulais pas faire un choix comme ça à la va-vite. Donc là, on est parti en saison au Cap Ferré pendant 2 mois. Là, c'était très dur, mais j'ai tenu. Et donc je m'étais fait cette promesse que si je tenais, j'allais un peu chercher à avoir une carrière là-dedans, quoi. Donc à ce moment-là, tu passes ton CAP. Ouais, là, je pars à Lille. En fait, bon, la cuisine, elle est nomade. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut le faire partout. Et vu que moi, j'avais pas trop de projets, ça me correspondait bien à l'époque. Donc, elle partait à Lille pour ses études, donc moi, je pars à Lille. J'arrive en fin de saison parce que justement, je travaillais. Et là, encore une fois, quelques obstacles parce qu'il faut d'abord trouver un restaurant pour avoir un contrat. Ensuite, aller au CAP et présenter son contrat. Sauf que moi, j'étais d'abord au CAP. On me dit qu'il restait plus que 3 jours. Je suis là, je commence à courir, je me prends que des refus, je vais dans le centre de Lille. Et au bout d'un moment, on est un peu tête baissée, un peu découragé. Et en fait... ah oui, tu vas à la terrasse d'un café. Je me suis à la terrasse d'un café, la tête entre les jambes. Il y avait mon CV qui dépassait sur la table et la serveuse, elle me dit, tu cherches du travail? Illuminé, je dis oui. Et donc là commence 2 ans dans ce qui s'avère être une brasserie qui n'était pas top, mais bon, j'ai été pris. Donc j'ai fait mon année de CAP, pendant laquelle j'étais apprenti, mais je suis passé chef en plein milieu parce que mon chef est parti. C'était pas une personne très éveillée, bon, c'est pas le sujet, mais voilà, j'ai rencontré aussi ce genre de personnes. Et donc j'ai dû recruter un apprenti, finir l'année. T'es passé d'apprenti à chef dans la même année. Ouais. Et mais bon, ça colle bien à mon rôle de transfuge où j'ai jamais trop été dans de cases. J'ai jamais suivi un protocole. J'ai toujours été un peu à l'opportunité. Donc là, on finit l'année plutôt bien. Alors, on essuie quelques casseroles, certes. Et ensuite, cette même patronne me propose le poste de chef. Donc là, à l'époque, le salaire était hyper intéressant pour un jeune qui arrivait dans le monde du travail. Donc ça, je l'ai pris. J'ai eu un peu des rêves. Je voulais tout refaire un peu pareil. C'était une carte de brasserie. On servait des moules, des tartares, des frites. Mais je voulais tout faire maison. Mais bon, voilà, je me rendais pas compte de la difficulté. On était 2 en cuisine. Il n'y avait pas de frigo. Mais je savais pas ce que c'était un frigo, ni une chambre froide. Je savais pas de notion. Je savais pas ce que c'était les saisons. Enfin, j'avais un peu, mais pas des masses. Tu devais envoyer pour combien de couverts? surtout, j'avais pas d'éducation en cuisine. Ouais, pour 200, 300 couverts? Et ouais, ça c'est les jours de brasserie. On pouvait faire 300 couverts. Les week-ends, quand il faisait beau sur la place, c'était 250. On était 2 en cuisine. Enfin, on faisait un peu la plonge en même temps. Donc, faire les frites maison sans machine, sans place pour les stocker. Mais ça encore, c'est des problématiques dont... Enfin, je ne savais pas ce qu'il fallait pour faire ça. Donc, mais bon, on a essayé. J'ai fait quand même 1 an là-bas, où j'ai appris tout seul. J'ai vu passer du monde aussi, des sous-chefs, des apprentis, des commis. Et puis après, cette année passée, là, j'ai eu besoin d'un break parce que c'était beaucoup d'un coup, et pas forcément dans le bon sens, c'était un peu dans tous les sens. Et là, après, je suis parti en Asie pendant 6 mois avec des copains, avant de retourner à Paris. On va revenir sur ton arrivée justement à Paris. Avant ça, je voulais, Amandine, me tourner vers toi par rapport aussi à ton parcours qui est assez étonnant parce que tu n'as rien a priori te destiné non plus à la cuisine. Tu y es arrivé par une sorte de hasard assez marrant que tu vas nous raconter. Donc ta famille, tu viens d'Orsay, en région parisienne. Tu étais plutôt dans une culture de la science, tu as commencé des études de pharma. Toi, c'était comme ça au début, quelque chose de vraiment une carrière qui était plutôt tracée pour aller vers quelque chose de rigoureux, de scientifique. Il se trouve que tu rentres dans une pizzeria et tu commences à travailler dans une pizzeria en boulot étudiant. C'est vrai. Hein. Et t'es jamais sortie de la cuisine finalement. Ouais, complètement. Ouais, j'ai grandi dans une bulle en fait à Orsay. Tu grandis avec la perspective de faire une prépa et puis d'aller après faire Supélec ou l'INRA ou des choses comme ça. Parce que tu es à Orsay, le plateau avec toutes dans les cette facs. espèce de pépinière scientifique. Ma maman était directrice de recherche en biochimie et mon père était dans l'informatique. Donc tu vois, quand tu grandis là-bas, tu te poses pas trop de questions sur ce que tu vas faire en fait. Et c'était mon cas, j'étais bonne élève, j'ai mon bac à 17 ans avec mention et en fait je savais pas ce que je voulais faire moi. Enfin, t'es gamin quand t'as 17 ans en fait. Et j'ai commencé pharma et sans trop de conviction.
Et effectivement, c'est un peu par hasard que je me retrouve à servir des pizzas. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, putain, c'est trop bien. En fait, on s'ennuie pas. Il y a plein de trucs, ça bouge. Mais en plus, tu étais en service, tu n'étais même pas en cuisine à ce en moment-là. service, ouais. Et dans ma famille, si tu veux, la nourriture est quelque chose de fondamental. Il n'y a jamais eu un déjeuner ou un dîner où on n'était pas tous assis à table avec de la vraie nourriture faite maison. Ma maman allait chez le boucher, elle allait au marché, on avait les légumes de mon grand-père du jardin, mais c'était naturel, c'était là, c'était inné en nous, mais c'était pas un métier en fait. Et cette expérience de serveuse en pizzeria, ça m'a un peu ouvert les yeux sur la vie, sur la diversité, sur faire autre chose. Tu t'imaginais pas vraiment à cette époque avoir 2 restaurants, être sélectionnée pour cuisiner pour les JO 2024, pour faire l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. On peut peut-être applaudir Amandine quand même pour c'est ça eux aussi. À tous les 3, qui méritent des applaudissements pour ces trajectoires hyper inspirantes. Ouais, non, mais même avant, tu vois, quand moi j'ai beaucoup évolué dans les palaces et dans les 3 étoiles, et c'est vrai que l'évolution elle est assez logique en fait. C'est tu veux, t'es demi-chef de partie, tu vas être chef de partie, t'es chef de partie, tu vas être sous-chef, t'es 3e sous-chef, tu vas être 2e sous-chef, puis 1er sous-chef, puis chef adjoint, etc. T'as une certaine, tout est écrit, c'est une échelle hyper rectiligne où t'as pas beaucoup de bifurcation. Et quand tu passes d'apprenti à chef en une année. Et là, une échelle super particulière quand même. Mais je me posais pas trop de questions. Puis ça n'a jamais été un objectif pour moi de me dire je veux avoir 4 restaurants ou quoi que ce soit en fait. En revanche, quand je suis revenue à Paris après mon expérience à Londres, je savais que Pouliche, je voulais que ce soit quelque chose de léger. J'avais pas envie de subir de l'administratif et j'avais pas envie non plus d'être prisonnière de cet endroit. C'est pour ça que je voulais pas que ce soit mon nom et j'avais envie de pouvoir continuer à venir sur des endroits comme ça où tu rencontres des gens, où tu partages ton expérience et où tu t'enrichis. J'avais pas envie d'être prisonnière dans ma cuisine à se faner, tu vois, quand tu sors jamais de ta cuisine, en fait, tu tournes en rond, c'est pas possible, tu as besoin d'autre chose. Parce que juste pour revenir avant l'ouverture de Pouliche, donc tu as été chez Prunier, c'est ça, et vous avez été, tu as été poussée à participer au Bocuse d'Or, et ensuite c'est comme ça que ça s'est enclenché, cette carrière qui en fait est arrivée directement dans les palaces, Plaza Athénée, Bristol, Rosewood à Londres, avant de finir par ouvrir ton propre restaurant. Ouais, quand en fait au Rosewood, donc là j'étais arrivée au bout de l'échelle, j'aime bien dire ça, mais j'étais chef exécutif donc d'un gros hôtel où on avait 4 restaurants avec une brigade de 200 personnes. Donc tu vois la lourdeur du truc quoi. Et avant il y avait eu beaucoup de 3 étoiles. Des concours aussi avec le Tétinger, le Bocuse d'Or et les MOF. Mais j'avais plus envie de ça. J'avais envie de retrouver, tu vois, une espèce de légèreté, de spontanéité, de retrouver de l'humain, d'avoir la tête, je sais pas, de la matière. Je pense que c'est ça qui nous anime en fait quand tu fais ce métier-là, c'est que tu as envie de cuisiner en fait. Tu as envie de voir le beurre qui frétille avec la pomme de terre qui change de couleur. C'est ça qui est magique. Plutôt que d'avoir la tête dans les tableaux Excel, quoi. Ouais, là-bas j'étais complètement déconnectée de ça. Je passais mon temps à faire des tableaux Excel pour des mecs qui étaient à Hong Kong ou à Los Angeles et qui ne savaient même pas ce que tu faisais, quoi. Tu vois, c'était complètement déconnecté. Et Pouliche, ensuite, comment c'est pareil sur l'ouverture? Ça a été fluide? Tu as été aidée? Tu t'es entourée? Comment tu as fait pour l'ouverture de Pouliche? Alors, Pouliche, donc je sortais de cet énorme hôtel londonien et je savais ce que je voulais pas faire. Et je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, c'est en discutant beaucoup avec des amis de longue date, Pierre-Julien et Grégory Chancios, qui ont la marque Kalios, qu'on a décidé de s'associer parce que moi, j'avais pas envie d'être toute seule. En fait, je sais que je suis en cuisine, tu peux pas me mettre à l'amende, mais par contre tu me mets devant une feuille de papier et une déclaration d'impôt, là, je suis en panique totale, tu vois. Donc j'avais besoin d'avoir des gens avec moi pour m'accompagner sur ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on a monté Pouliche au début. Et ils m'ont fait vraiment confiance en me laissant vraiment les rênes de toutes les décisions. C'était aussi un parti pris, hein, parce que quand on a ouvert Pouliche il y a 5 ans, c'était un format de menu qui n'existait pas, que personne ne faisait. Tu vois, on t'impose tout, tu as juste des petites entrées, tu choisis juste un plat avec un menu qui n'est même pas écrit, qu'on fait uniquement à la voix. C'était quand même un pari.
Et puis ça a marché, ça a accroché. Donc c'est cool. Et donc aujourd'hui, tu sais ce que tu veux faire, mais c'est une question aussi pour tous les trois. À force d'avancer comme ça dans vos parcours, votre lien au restaurant, il change. Vous savez ce que vous avez envie de faire et de ne plus faire aussi. Toi, par exemple, Thomas, le format restaurant, t'en as eu un ça moment. ça commence à dessiner. Ce qui était intéressant, ce qu'elle disait quand elle parlait d'être dans les cuisines dans un projet et puis de se sentir fané, finalement, on peut aussi se sentir fané à faire trop de projets. C'est-à-dire que là, entre enchaîner les résidences, les conseils, on fait pas mal de petites choses, mais il n'y a pas de travail de fond, il n'y a pas d'histoire en fait derrière. Et surtout qu'en fait, on cuisine pas, enfin, on produit très vite pour des choses, enfin, tout va très vite finalement. Et là, je me suis rendu compte sur cette dernière résidence qui dure un peu plus longtemps que les autres, où je suis dans la Loire. Il y a un jardin magnifique à disposition et un permaculteur qui est juste à côté à 10 minutes, où en gros, on est quasiment autosuffisant sur les légumes et les fruits. Et surtout qu'un fruit ou un légume, il va venir avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que le cassis va venir avec les feuilles et le bois qui peuvent être intéressantes et ainsi de suite. Et surtout d'être dans un même lieu avec une même équipe, on arrive à produire et avoir un dialogue avec tous ces gens. Ce que disait Amandine, c'est qu'il y a tout un cycle qui s'inscrit, quoi. Donc finalement, récemment, c'est plus ça qui m'inspire. Je ne sais pas quand je vais le faire, si je vais le faire, mais j'ai envie d'un retour un peu en province avec un terroir qui est défini, où j'ai pas trop le choix, j'ai que ce qu'il y a et monter un projet autour de ça. Là, ça t'a donné un peu le goût de la sédentarité aussi et de t'enraciner quelque part. Ouais, absolument. T'es resté combien de temps là-bas? Où ça? Dans ta dernière résidence dont tu parlais. Ah, j'y suis encore. Ah, tu y es encore. Je pars juste après là. Ok. Ouais. Ah, c'est pour ça que peut-être t'as un train, on verra. Si Thomas part en courant un moment, c'est que je suis allée trop loin et qu'on a débordé le temps. Mais on va respecter le timing et tu vas avoir ton train. Merci. Et ensuite, juste pour revenir, parce qu'on a parlé très brièvement de ton expérience carbone, et donc là, t'étais resté 5 ans, c'est ça, avant de décider en arrivant à Paris, j'ai eu encore une fois énormément de chance, une opportunité, une copine qui aimait beaucoup le vin, qui rentrait dans l'équipe. Le restaurant n'était même pas encore ouvert. J'ai fait les premiers essais dans la poussière, on nettoyait la cuisine tous les jours, enfin, c'était cette ambiance de restaurant qui va ouvrir. Et j'ai pris une grosse claque. Déjà de produits, de saison, de techniques. Oui, parce que tu revenais de ta brasserie avec les frites surgelées et compagnie. J'étais un peu effrayé. Les premiers filets de maquereau, j'en ai mis quelques-uns à la poubelle quand j'arrivais pas. J'avais peur du chef. Après, il n'était pas du tout terrifiant en fin de compte, mais voilà, j'ai appris discrètement dans mon coin. Et quand j'arrivais, je mettais bien en vitrine pour qu'ils voient que je sais faire. Et donc là, c'est 5 ans où j'étais chef de partie. Je commençais aussi à pas mal à faire les desserts parce qu'il n'aimait pas. Je passais sous-chef. Et là, j'ai fait les choses dans l'ordre, en fait. Et ensuite, chef sur la fin. Une année de chef un peu bizarre parce que c'était le Covid. Et c'est à la fin de l'expérience chez Carbone que j'ai commencé à travailler un peu avec We Are Ona et qui ont développé un aspect un peu plus personnel, un peu plus... Ona, oui, c'est ça. Donc une agence, c'est ça, qui propose des expériences à des chefs. Des expériences éphémères et créer des restaurants. Qui était un des premiers aussi à commencer à développer cette itinérance pour des chefs et des projets à l'étranger notamment. Absolument, ouais. Ok, donc c'est ça qui t'a donné le goût du nomadisme. Ils ont donné ce goût-là, ils ont donné une expérience et surtout ils ont mis mon nom en avant. Et en fait après ces premiers pop-up avec eux à Paris et la presse qui allait avec, ça a déclenché énormément de choses et du coup je travaille de manière un peu autonome depuis 1 an grâce un peu à eux, quoi. Céline, toi, on s'est arrêté donc à l'ouverture de Petit Bao. À ce moment-là, tu t'es dit que tu allais décliner le nom parce que c'était Petit Bao, donc bon, il en fallait bien un grand, il en fallait bien un bleu, peut-être un rose, peut-être. C'est quoi la suite? Alors, quand on a ouvert Petit Bao, on ne pensait pas que ça allait aller aussi vite. Je pense que, dans ma tête, on allait prendre 1 an. Le temps d'installer Petit Bao avant de penser à la suite. Et en fait, quand on a ouvert, on a eu un succès fulgurant, très très rapide, qui nous a forcé en fait à embaucher très vite. Comment tu l'expliques, ce succès? Je pense que on est venu en disant qu'on allait faire bouger les lignes de la restauration chinoise.
J'ai voulu casser les codes à tous les niveaux. C'est vrai que tout ce qu'on faisait, ce qu'il y avait dans l'assiette et la manière dont c'était présenté, c'était à milieu de ce qu'on pouvait imaginer du restaurant chinois. Je pense qu'on a pris on a fait un pari en fait de le faire à notre sauce. Et en fait, à l'ouverture, j'avais moi placardé des affiches sur la devanture du restaurant en claimant no dogs, no cats, no rats, just Chinese food. Juste pour montrer qu'en fait, on allait venir là pour casser tous les clichés que les gens pouvaient avoir autour de la cuisine chinoise. Et c'était des clichés dont j'avais beaucoup souffert quand j'étais jeune. Donc on a fait ce claim, et en fait, même avant d'ouvrir, il y a des gens qui avaient vu ces affiches-là et qui avaient commencé à les poster sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, avant notre ouverture, on avait déjà bénéficié de cette toute petite viralité de cette campagne. Et en fait, dès la première semaine d'ouverture, avec notre petite notoriété sur les réseaux sociaux, plus une campagne de crowdfunding qu'on avait lancée, en fait, le resto était plein tout de suite. Et en fait, on a eu la queue tout de suite. Et en fait, je pense que la queue amène la curiosité aussi des gens. Et en fait, le bouche à oreille a très vite fonctionné. Et en fait, de plus en plus de monde tous les jours. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Au bout de 3 mois, vraiment, on était en saturation. Là, on a décidé d'embaucher un directeur de restaurant, Van aujourd'hui, qui est toujours avec nous et qui est directeur de Gros Bao. Donc en fait, Van nous a énormément aidé. En fait, il a mis en place le resto. Nous, ça nous a permis, avec mon associé, de prendre un peu du recul. Et nous, on surfe sur les vagues. Quand la vague elle est haute, on la prend, on surfe dessus, et on regarde où ça nous mène. Et ça a été un peu toute l'histoire de Bao Family. Et donc là, on s'est dit, ok, surfons sur la vague, regardons plus loin. Et j'avoue que j'avais commencé avec le boui-boui chinois. Et ensuite, l'un de mes autres rêves, c'était de faire la grande cantine chinoise, comme en Asie. Ces énormes cantines sur 2 étages où tu as de la cuisine en fait, de toutes les régions de Chine. Et voilà, moi, c'est des lieux que j'adore quand je vais là-bas. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça à Paris. Et donc, de ce rêve est née l'idée de Gros Bao. Et en fait, qui est donc sur le canal Saint-Martin. 2 étages comme dans ton rêve, exactement, tout rouge, avec une ambiance, une lumière très particulière qu'on retrouve nulle part ailleurs, et toujours des produits délicieux, des bien assaisonnés, bien préparés, des bao, mais pas que. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, pour la petite histoire, pour Gros Bao, ce qu'on aime bien, c'est faire rentrer les gens dans notre univers, faire voyager les gens, mais sans que ce soit trop kitsch. Enfin, plutôt essayer de rendre le kitsch cool. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire le resto tout rouge, parce qu'en fait, c'est clairement une couleur qu'on associe à la Chine, mais sur des murs juste bruts, parisiens. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive du coup à marquer un peu notre identité. Et on est parti avec nos architectes à Hong Kong pour créer le restaurant. Donc, toutes les lampes et les tables viennent de Hong Kong. Pour s'imprégner complètement des codes esthétiques et les apporter à Paris. Amandine et Thomas aussi, je sais que vous faites du consulting. C'est une partie que vous avez développée au fur et à mesure du temps. C'est aussi le fruit de vos expériences que vous valorisez auprès de clients différents. Est-ce que c'est forcément quelque chose vers lequel on se tourne pour compléter ses revenus? Est-ce que c'est un passage obligé pour les chefs aujourd'hui, d'un point de vue économique? Je pense qu'il y a plein de façons d'être chef aujourd'hui, donc c'est compliqué d'avoir une réponse tranchée sur le sujet. Pour toi, en tout cas, comment tu l'envisages, le consulting? Moi, déjà, ça m'amuse. Je peux pas imaginer faire la même chose toute la journée. En fait, c'est pas possible. Et la chance qu'on a, c'est qu'on fait un métier que tu peux faire de plein de sortes, de plein de formes différentes. L'alimentation, ça touche tout le monde. 3 moments dans la journée, donc tu peux très bien avoir une réflexion. Les réflexions sont sans fin en fait. Tu vois, j'ai dessiné une veste de cuisine parce que je trouvais pas de veste de cuisine dans laquelle je me sente bien. Là, je suis marraine pour la semaine de la dénutrition, donc ça c'est un engagement sociétal qui, moi, je trouve hyper important. Là, il y a les JO dont tu parlais tout à l'heure, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, il y a des signatures de cartes avec Sodexo, avec L'Oréal, j'ai signé Carita. Là, il y a une ouverture d'un hôtel en novembre aussi.
Il y a plein de choses et je trouve que c'est hyper motivant. T'as toujours quelque chose sur le feu, c'est hyper excitant. En fait, moi, j'adore ça. Et puis, je trouve que c'est des réflexions aussi qui se nourrissent les unes les autres parce que tu peux avoir une idée qui va être complètement inappropriée pour un lieu et qui en même temps va être géniale pour un autre format de restauration. Donc, je pense que toi, c'est aussi le cas sûrement dans tes restos où tu vois, tu peux avoir une idée un jour sur un truc et tu dis c'est pas mal, mais bon, là par contre ici ça marche pas trop parce que tu vois la clientèle elle est à l'attente de ça en termes de code et finalement tu vas dire mais c'est super, hein. Par contre si on le fait sur un groupe, j'en sais rien, tu vois, un événementiel ou des choses comme ça, donc moi je trouve ça hyper motivant. Ça te pousse à rester curieuse, ouverte aussi à ce qui se fait Je t'avoue que j'ai pas besoin qu'on me pousse à être curieuse à la base, on va dire, mais ouais, je trouve ça génial et puis à chaque fois tu rencontres des gens qui t'amènent des réflexions nouvelles et c'est une vraie chance, je pense qu'on a. Je te vois hocher la tête, Thomas, c'est comme ça que tu l'envisages aussi? Pas du tout. Bon, bah, voilà. Non, mais j'adore la réponse d'Amandine et je trouve ça génial. Après, moi, je mets un petit bémol parce que je dis pas que c'est un pendant un peu plus alimentaire vis-à-vis de mon travail, mais bon, je travaille vraiment pour les autres. Ils ont des idées très précises, souvent un cahier des charges à remplir, etc. Et nous, on essaie de livrer un produit qui va un peu répondre à leurs attentes, mais où on s'efface un peu forcément. C'est pas mon restaurant et je fais pas comme je veux, il y a un écart. Donc ça, c'est le premier truc. Et la seconde chose, c'est que souvent, il y a aussi, je trouve, un écart entre ce que toi tu vois, ce que tu projettes et les réalités techniques du lieu. Les chefs en place ou pas les chefs, parce qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus de pas en mettre. Enfin bref. Donc tout ça peut créer un peu des différences. C'est juste la nuance que j'apporte pour mon expérience. Moi, je trouve que la contrainte, justement, elle t'emmène vers une réflexion et je trouve que c'est constructif en général, les contraintes. Ouais. Absolument. Après, ce qui est bien, c'est que ça a apporté du cadre dans mon travail parce que je suis obligé d'écrire mes recettes et je vois que ça me sert. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des partages d'expériences pour nos trois invités? Ouais, j'arrive. Bonjour. Moi j'ai une question. Quand on n'a pas forcément de nom dans le métier, chef Chéniaud est un peu plus connu que Thomas Coupeau par exemple, bien que sur les réseaux sociaux maintenant. Comment on arrive à avoir la légitimité d'être consultant justement et à se faire contacter pour être consultant pour créer pour d'autres restaurants? Moi, pour ma part, c'est vraiment du bouche à oreille. Je pense que j'en ai fait un premier par l'intermédiaire d'une agence. C'était La Relève à l'époque. Et ça a marché. Et ensuite, on t'appelle parce qu'on sait que tu fais ça. Et peut-être qu'il n'y a pas tant de personnes qui proposent ces services-là aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que moi, je l'explique. Amandine, tu veux rebondir? Oui, moi je pense que c'est effectivement beaucoup de réseaux, de connaissances. C'est un petit milieu, hein, on va pas se mentir, hein, tu vois, dans l'entrepreneuriat food. Donc, tu as vite fait d'avoir une réputation autour de toi. Et quand tu travailles sérieusement, déjà, c'est important de le dire. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Parce que certaines personnes ont parfois l'image de chefs consultants qui arrivent, qui goûtent de trucs, qui critiquent tout, qui repartent. Là, je pense que la réalité des choses, quand tu veux vraiment que les projets fonctionnent, c'est qu'on est hyper investi dans ce qu'on fait, que c'est des heures de travail, c'est aussi beaucoup de discussions, d'échanges pour vraiment comprendre l'essence du projet. Donc, c'est pas des choses non plus qui sont faites à la va-vite. Donc, quand tu fais pas ton boulot, ça se sait très vite, hein, en général. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Pour Amandine, on est passé vite tout à l'heure sur l'étudiante en pharmacie qui devient serveuse en pizzeria pour les fins de mois. C'est un gros raccourci, hein, on ne va pas se mentir. À aujourd'hui, et du coup on fait quoi à ce moment-là? On quitte la pharma, on repart en école hôtelière, on recommence à zéro, quitte à être à l'encontre de toutes les injonctions sociales qui vous entouraient. Enfin, qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Ouais, alors j'ai arrêté pharma en milieu d'année. Parce que je me projetais pas du tout dans cet univers-là. Vraiment, ça me parlait pas. Et
Donc en fait, c'est avec l'idée en tête de monter un salon de thé. Je me disais faire un truc assez simple, dans la convivialité, avec des salades, des quiches. Moi, je m'étais un peu imaginé un gros canapé avec une table, exactement comme on est là aujourd'hui. Tu vois, une table basse, un canapé, et puis des trucs, et on était entre potes en train de se raconter nos journées. Et avec cette idée en tête, je me dis qu'il faut quand même être un peu légitime dans mon projet, donc faire une école hôtelière, travailler quelques années. Donc je m'inscris à Ferrandi et très rapidement, je voulais absolument être sur le terrain, donc je fais une alternance. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Et puis après, c'est là où j'ai été un peu pris dans une espèce de tourbillon avec le Bocuse d'Or à l'époque, et François Damesquier et tout ça. Mais à l'époque, oui, on parle de ça il y a plus de 20 ans maintenant. Mes parents n'ont pas compris, en fait, quand je leur ai annoncé au fait, j'arrête pharma, je vais faire de la cuisine. Là, c'était pas glamour à l'époque de faire de la cuisine, il n'y avait pas toutes les émissions qu'on connaît. Et puis c'était l'inconnu pour mes parents, donc ils ne comprenaient pas, mais en même temps ils m'ont fait confiance et petit à petit je pense que je les ai rassurés. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais une question pour Thomas. Je voulais savoir, quand vous êtes vous êtes chef résident, donc vous déménagez pas mal, est-ce que vous avez votre équipe qui vous accompagne sur chaque projet, ou est-ce qu'on vous impose du coup un staff qui est alloué au projet? Non, on va dire que la plupart du temps, on change tout. On change le restaurant, les équipements, le staff. Donc il faut s'adapter hyper vite, en quelques jours, pour monter un restaurant from scratch. Après, sur d'autres expériences, par exemple avec Ona, qui a beaucoup grandi là, ces dernières années, eux aujourd'hui ils travaillent avec des kitchen managers, etc. Donc des gens en fait qui suivent les chefs sur les projets. Et ces gens-là sont des employés en CDI chez eux. Donc en gros, ils recréaient cette idée de travailler avec les mêmes personnes et donc d'avoir une équipe un peu plus stable. Mais la plupart du temps, on change tout, on part de zéro. Pas d'autres questions pour le moment? Si ça vous vient, vous me faites signe, j'en ai d'autres moi. Moi, j'ai une question que je pose depuis 3 jours à pas mal d'intervenants et j'aime bien la poser parce que ça montre aussi des moments plus durs aussi, le creux de la vague. Tu parlais de surfer sur la vague tout à l'heure. Quand tu es dans le creux, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie de tout plaquer, de faire complètement autre chose et de vous dire « Ok, là c'est bon, stop, j'en ai marre ». Est-ce que déjà ça s'est arrivé? Et si c'est arrivé, comment vous avez fait pour remonter un peu dans le haut de la vague, vous dire ok, allez, j'y vais? Alors, j'avoue que ça arrive tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ok. Parce qu'en fait, quand on est restaurateur, en fait, il peut se passer tout en une journée, vraiment. Rideau métallique qui marche pas, un four qui fonctionne plus, des membres du staff qui arrivent pas, problème de terrasse, problème de voisins. En fait, tous les jours, il y a une nouvelle histoire. Et en fait, ça demande énormément de résilience pour affronter tout ce qui va arriver chaque journée. Et en fait, plus on a d'établissements, toutes ces questions-là se multiplient. Donc, on en avait 3 au début et ça se transforme en 15 par jour. Et ça tous les jours. Et donc, ça demande énormément de force, de calme, et de paix intérieure pour en fait prendre chaque question et essayer d'avancer et toujours maintenir la même qualité de service, la même qualité dans les assiettes, la même qualité de management auprès des équipes. C'est-à-dire que tout ce que le client, en fait, il se passe des choses derrière, mais pour le client, ça doit être absolument transparent. Le client ne sait pas qu'on a à midi qu'il s'est passé toute une vie juste avant le service. Et donc ça, c'est vraiment, ça demande énormément de force. Moi, je vous avoue que ça fait 4 ans et demi. Et je me suis retrouvée, là, il y a 2 mois, vraiment fatiguée. C'est-à-dire que j'ai essayé de résister, on puise dans toutes les ressources, on essaie de trouver toutes les méthodes nécessaires, yoga, méditation, pour essayer d'avoir le bon rythme et avoir le bon équilibre pour faire le meilleur travail tous les jours. Et à un moment, il faut juste s'écouter et quand on a besoin de faire une pause, s'accorder une pause. Oui, parce que c'est aussi une histoire de santé mentale, santé physique qui est important et dont on parle assez peu encore dans le métier. Amandine et Thomas, vous échappez pas à la question. Moi, jamais. C'est drôle parce que, pardon, je te coupe, mais les hommes souvent me disent non. Non, non, moi j'ai jamais eu envie de tout plaquer. Non, pas tout. J'ai jamais eu envie de tout plaquer. J'aime beaucoup trop cuisiner pour ça.
Je cuisine vraiment tout le temps, même quand je travaille pas. Enfin, toujours un moment pour cuisiner un légume n'importe quoi, beaucoup pour ma femme parce qu'on est ensemble, mais j'aime trop ça. Après, il a juste fallu parfois adapter la manière d'appréhender mon métier. La période de carbone, c'était 110 heures semaine dans un tunnel. Là maintenant, j'ai beaucoup plus de liberté grâce aux différents travails. Donc, par exemple, en consulting, on presque des horaires de bureau, quoi. On rentre à vendredi à 18h et puis là, on a le week-end devant nous. Donc voilà, j'ai juste adapté un peu. Et pour l'instant, ce mode-là me fonctionne et me convient. On verra après, plus tard, comment ça se passe. Moi, j'ai eu envie d'arrêter complètement la première année. L'année d'apprentissage en cuisine, je trouve qu'elle était hyper dure. Je sortais de fac de pharma, j'avais toutes mes copines qui m'appelaient le vendredi soir. Ouais, tu viens, c'est l'anniversaire de Micheline, on va au cinéma, etc. Et toi, t'es là, tu fais, bah non, en fait, je bosse. Donc, on t'appelle une fois, on t'appelle deux fois, et puis après, en fait, on t'appelle plus. Donc, t'as une vraie rupture sociale à ce moment-là. Et puis, physiquement aussi, c'est quand même dur. La première année, tu vois, de passer des amphis où tu es assis et tu prends des notes à debout dans la cuisine où tu cours et puis tu portes des caisses et puis tu te crames. Tu as les avant-bras qui sont complètement marqués. Moi, je me souviens, j'avais honte de mes bras. Quand j'étais dans le métro, je cachais mes bras parce que je me disais, tout le monde va penser que je suis une junkie, tu vois. Qui se scarifie. Mais c'était l'horreur, quoi. Donc, la première année était hyper dure. Et maintenant, disons que la liberté, elle te donne aussi vachement d'énergie. Je pense qu'effectivement, il y a des jours où tu dis, franchement, on fait un métier de chien et c'est dur et t'encaisses. Et effectivement, il faut être résilient, surtout quand tu es dirigeant, parce qu'il y a ce côté aussi, la solitude du dirigeant, tu l'as aussi quand même dans les équipes. Mais après, moi, j'ai une vie un peu schizophrénique, un peu comme toi, où quand en fait, mon compagnon est anglais, il vient d'Angleterre, donc quand on est chacun de notre côté, on est à fond dans nos business. Lui, il a beaucoup de déplacements. Moi, je suis, tu vois, je suis assez active. Et puis, quand il est là... Assez active, ouais, vite fait. Hein. Ouais. Et puis, quand il est là, à 18h, je suis à la maison. On va boire l'apéro, on sort et on a une autre vie. Et je pense que petit à petit, maintenant, j'apprends à dire non aussi. C'est un truc qu'on n'apprend pas dans les écoles, d'apprendre à dire non. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps.